Donc, l'histoire, c'est le club du mardi de Tuesday Club Murder. Bon courage à toi. Ouais, je me doute que tu en as marre. Mais comme je te disais, en général, quand on a un de malade, c'est bien souvent tous les autres qui suivent. Hein. Raymond West souffla un nuage de fumée et répéta ces mots avec une sorte de délectation inconsciente. Mystère inexpliqué. Puis il regarda autour de lui avec satisfaction. Raymond aimait ce salon plein de caractère dont les meubles anciens s'accordaient aux poutres apparentes du plafond. Par goût et par profession, il était écrivain. Le jeune homme recherchait toujours l'atmosphère et la maison de sa tante Jeanne répondait à ses vœux. J'espère pour vous que vous ne l'attraperez pas. Il embrassa une fois encore la pièce d'un regard connaisseur et ses yeux se posèrent avec une tendre affection sur la frêle vieille demoiselle perdue dans le vaste fauteuil du grand-père. Miss Marple portait, à la mode d'autrefois, une élégante robe en poult de soie froncée, à la taille et éclairée d'un jabot de dentelle de malines. Ses mains étaient protégées par des mitaines noires et elle avait jeté une mantille noire aussi sur ses beaux cheveux blancs. Elle tricotait. Raymond n'aurait mieux su définir l'ouvrage que par les mots mousseux, laiteux et aériens. Les pâles yeux bleus erraient avec une bienveillance de l'une à l'autre des personnes réunies autour d'elle. Ils se firent involontairement plus affectueux lorsqu'ils effleurèrent son neveu malicieux, quand ils rencontrèrent le joli visage, les yeux gris verts et les cheveux noirs bouclés de la jeune artiste Joyce. Amicaux pour Sir Henry, l'homme le plus raffiné que l'on puisse imaginer, pour le docteur, le vieux, desservant de la paroisse, et pour monsieur Pentrick, l'avoué petit homme qui observait le monde non à travers mais par-dessus ses lunettes, ayant accordé à tous quelques instants d'attention. Attendez, parce que j'ai un problème avec les pages, elles défilent trop vite quand je fais aller la roulette. Ayant accordé à tous quelques instants d'attention, Miss Marple revint à son tricot, un doux sourire aux lèvres. Monsieur Petrick émit la petite voix douce, la petite toux sèche qui préludait au moindre de ses paroles. Qu'en dites-vous, Raymond? Des mystères inexpliqués. Qu'entendez-vous par là? Rien du tout, dit Joyce. Raymond aime parler pour parler. Raymond West lança un regard de reproche à la jeune fille qui éclata de rire en rejetant la tête en arrière d'un mouvement plein de grâce. C'est un blagueur, n'est-ce pas, Miss Marple? Vous le savez, hein, j'en suis sûre. Miss Marple lui sourit avec gentillesse sans répondre. La vie elle-même est un mystère inexpliqué, prononça le pasteur. Raymond se redressa dans son fauteuil et jeta d'un signe vif sa cigarette dans la cheminée. Ce n'est pas ce à quoi je pensais, dit-il, mais à des faits de tous les jours n'ayant rien à voir avec la philosophie. De Sam's histoires, toutes plates, toutes bêtes, mais que personne n'a jamais pu expliquer. Je comprends très bien ta pensée, mon enfant. Madame Carruthers, par exemple, a vécu pas plus tard qu'hier matin l'une de ces étranges aventures. Elle avait acheté des crevettes décortiquées chez Elliott. Ensuite,
Elle s'est arrêtée dans une autre boutique et rentrée chez elle, elle s'est aperçue qu'elle n'avait plus les crevettes. Elle est retournée aussitôt sur ses pas, mais les crevettes sont restées introuvables. Je trouve cela absolument extraordinaire. Très louche, murmura Sir Henry grave. Il y a évidemment plusieurs explications naturelles, continua Miss Marple, sans s'émouvoir. Seules ses joues ivoires avaient rosi sous l'effet de l'excitation. Par exemple, quelqu'un d'autre. Ma chère tante, l'interrompit Raymond, je ne faisais pas allusion à ces sortes d'incidents, mais aux meurtres, aux disparitions, à toutes ces histoires mystérieuses et excitantes que Sir Henry pourrait nous raconter pendant des heures. Je ne parle jamais boutique, rapporta l'ex-commissaire de Scotland Yard. Il venait de prendre d'ailleurs sa retraite. Je suppose qu'il y a beaucoup de crimes et de mystères que la police ne parvient jamais à expliquer, remarqua Joyce. C'est bien connu, observa M. Pantrick. Je me demande quel esprit débrouille le mieux ce genre de problème. On a toujours l'impression, dit Raymond, d'un air songeur, que le policier moyen manque d'imagination. C'est là l'opinion du profane, répliqua sèchement Sir Henry. Pour la psychologie et l'imagination, voyez notre écrivain, lança Joyce en adressant un petit salut ironique à Raymond. Il ne parut pas entendre et poursuivit. L'écrivain digne de ce nom doit connaître la nature humaine et il lui arrive de découvrir des mobiles qui échappent au commun des mortels. Les personnages de tes livres sont extrêmement bien étudiés, mon enfant, mais crois-tu vraiment que l'humanité est, dans son ensemble, aussi laide que tu la vois ? Demanda Miss Marple. Ma chère tante, gardez vos illusions. Le ciel m'est témoin que je ne voudrais pas vous les enlever. À mon avis, répliqua la vieille demoiselle en fronçant les sourcils, comme lorsqu'elle comptait les mailles de son tricot, les gens ne sont ni bons ni mauvais, mais simplement rusés. Monsieur Bentrick émit à nouveau sa petite toux. N'attachez-vous pas trop d'importance à l'imagination, Raymond, dit-il. Nous savons, nous, hommes de loi, que l'imagination est une chose très dangereuse. Pour saisir l'évidence avec impartialité, pour voir les faits comme des faits et rien d'autre. Il faut surtout, à mon avis, beaucoup de logique. C'est la seule vraie méthode pour réussir. Je parie que je l'emporte sur vous tous, s'écria Joyce avec véhémence en secouant sa petite tête brune. Je ne suis qu'une femme et les femmes ont une intuition qui fait défaut aux hommes, que vous le vouliez ou non. Mais si je suis aussi une artiste, ce qui amène à voir des choses différemment, à connaître des situations, à rencontrer des gens inimaginables, sans me vanter, je crois que je connais la vie beaucoup plus que la chère Miss Marple. Je n'en suis pas tellement sûre, ma chère enfant. Il arrive quelquefois des choses très tristes et très pénibles dans les plus petits villages. Puis-je dire un mot ? Demanda en souriant le docteur Pender. Je sais que de nos jours, il est de bon ton de décrier le clergé, mais nous, gens d'église, nous entendons des choses, nous connaissons un côté de l'humanité insoupçonnée de nos contemporains. Eh bien, il me semble que voilà un noyau de gens fort intéressant, dit Joyce. Que diriez-vous si nous formions un club ? Voyons, quel jour sommes-nous ? Aujourd'hui, nous sommes mardi. Nous l'appellerions le club du mardi. Nous nous réunirions une fois par semaine et chaque membre du club proposerait à tour de rôle un problème ou un mystère dont il connaîtrait évidemment la solution. Combien sommes-nous ? 1, 2, 3, 4, 5. Dommage que nous ne soyons pas 6. Vous m'oubliez, ma chère, dit vivement Miss Marple. Oh, excusez-moi, je ne pensais pas que vous voudriez participer au jeu, chère Miss Marple. Mais si, je trouve cela très intéressant,
surtout avec les messieurs que nous avons la chance d'avoir. Je suis pour ma part beaucoup moins savante qu'eux, mais je vis depuis si longtemps à Saint-Marie-Mide que j'ai fini par devenir perspicace et à bien connaître la nature humaine. Votre concours sera très précieux, dit courtoisement Sir Henry. Qui va commencer demanda Joyce. Je pense qu'il n'y a pas à hésiter, répondit vivement le docteur, en adressant un salut courtois à l'ancien commissaire du Yard. Puisque nous avons la bonne fortune d'avoir au milieu de nous un homme comme Sir Henry, à lui d'ouvrir les débats. Ainsi poussé sur la sellette, Sir Henry, attendez, il faut que je passe les pages, resta quelques instants silencieux, puis il soupira, croisa ses jambes et commença. Il est assez difficile pour moi de trouver exactement le genre d'affaires que vous souhaitez entendre. Cependant, je viens de penser à l'une d'elles dont les journaux ont beaucoup parlé il y a environ un an et qui avait fini par être classée parmi, justement, ce que Raymond appelle les mystères inexpliqués. Mais comme cela arrive, j'en ai eu la solution il n'y a pas bien longtemps. Voici, les faits sont très simples. 3 personnes dînent ensemble et mangent notamment du homard en boîte. Au cours de la nuit, elles sont assez fortement indisposées. 2 d'entre elles s'en tirent, la 3e décède. Raymond S. se frotta les mains avec satisfaction. Comme je vous l'ai dit, poursuivit Sir Henry, des faits extrêmement simples. La mort imputée à une intoxication alimentaire, le certificat médical est rédigé dans ce sens, et la victime est enterrée. Mais les choses n'en restèrent pas là. Miss Marple approuva d'un signe de tête et dit « Les gens parlèrent. Il y en a toujours ainsi. Je vais vous décrire à présent les acteurs du drame. J'appellerai le mari et la femme Monsieur et Madame Jones et la dame de compagnie de Madame Jones, Miss Clark. Monsieur Jones, représentant en produits chimiques, était un homme jovial et débonnaire, plus ou moins d'une 50aine d'années. Sa femme, une personne assez quelconque, avait environ 50 ans, et Miss Clark était une grosse femme rubiconde d'une 60aine d'années. Aucun d'eux, comme vous le voyez, ne sortait de l'ordinaire. Les choses commencèrent à se gâter d'une bien curieuse manière. « Coucou Carpaccio, comment vas-tu ?» La veille, Monsieur Jones avait passé la nuit dans un hôtel de Birmingham, et le hasard avait fait que l'on avait changé le matin même le buvard du sous-main de sa chambre. Après son départ, une des servantes, qui n'avait sans doute rien de mieux à faire, s'amusa à étudier à l'aide d'une glace le buvard sur lequel Jones avait séché une lettre, et lisant quelques jours plus tard dans les journaux que Madame Jones était morte après avoir mangé du homard en boîte. Elle rapporta aux autres domestiques les mots suivants qu'elle avait déchiffrés. « Je dépends entièrement de ma femme. Lorsqu'elle sera morte, des petits points, des 100 et des 1000. » Enquêteur de l'étrange. C'est les nouvelles de Miss Marple. Peu de temps auparavant, il avait été longuement question d'une femme empoisonnée par son mari. Il n'en fallait pas plus pour exciter l'imagination de cette demoiselle. Monsieur Jones avait complété pour se débarrasser de sa femme, pour hériter. Le hasard voulut que l'une des dames de chambre connût des gens dans la petite ville où vivaient les Jones. Elle leur écrivit. Ils lui répondirent que Monsieur Jones semblait beaucoup s'intéresser à la fille du docteur, une jeune femme qui avait 33 ans à l'époque. Le scandale commençait à montrer le bout de son oreille. Une pétition fut envoyée au ministère de l'Intérieur, tandis qu'une volée de lettres anonymes s'abattait sur Scotland Yard, accusant Jones d'avoir assassiné son épouse.
Tout d'abord, nous ne vîmes là que des ragots de village. Néanmoins, pour tranquilliser l'opinion publique, on ordonna une exhumation et une autopsie. Et une fois de plus, le bon sens populaire prouva qu'il était dans le vrai. L'autopsie révéla dans les viscères une quantité suffisante d'arsenic pour que l'on puisse raisonnablement conclure que la défunte était bel et bien morte, empoisonnée. Il appartenait dès lors à Scotland Yard de découvrir, avec l'aide de la police locale, comment l'arsenic avait été administré et par qui. Merveilleux, s'écria Joyce. C'est épatant, j'adore cette histoire. Nos soupçons, comme ceux des dénonciateurs, se portèrent tout naturellement sur le mari, qui était le bénéficiaire de la mort de sa femme. Il n'héritait certes pas des 100 et des 1000 imaginés par les servantes, mais tout de même de quelques 8000 livres, ce qui n'était pas à dédaigner pour qui avait simplement de misérables petites économies difficilement amassées. C'était en effet un homme au goût assez dispendieux qui cherchait beaucoup en outre la compagnie des dames. Nous enquêtâmes aussi discrètement que possible pour découvrir ce qu'il y avait de vrai dans la rumeur qui courait au sujet de sa liaison avec la fille du médecin. Il parut évident qu'il avait eu une solide amitié entre eux pendant un certain temps, mais aussi qu'il avait brusquement rompu 2 mois avant la mort de Madame Jones et qu'il ne s'en était pas vraisemblablement plus revu depuis lors. Le docteur lui-même, un homme âgé de la plus parfaite honorabilité, était confondu par le résultat de l'autopsie. Il avait été appelé à minuit auprès des 3 malades et il avait tout de suite constaté l'état alarmant de Madame Jones. Il envoya chercher chez lui les comprimés à base d'opium pour atténuer les souffrances, mais en dépit de ses soins, elle est décédée sans qu'il suspecte un seul instant d'ailleurs que le décès était dû à un acte criminel. Il l'attribuait à une forme de botulisme. Le dîner de la veille s'était composé de homards en boîte, de salade et de fromage, d'une charlotte russe et de pain. Malheureusement, il ne restait pas une miette de homard et la boîte avait été jetée. Il avait interrogé la jeune domestique Gladys et cette fille était bouleversée, n'arrêtait pas de sangloter. Elle se bornait à répéter que la boîte n'était pas abîmée et que le homard était parfait. Les choses en étaient là à notre arrivée. Il paraissait évident que Jones, à supposer qu'il eût empoisonné sa femme, n'avait pas pu avoir un geste criminel au cours du repas qu'il avait partagé à 3. D'autre part, il était arrivé à Birmingham juste avant de se mettre à table. Donc, il n'avait pas eu l'occasion de toucher à quoi que ce soit avant. Et la demoiselle de compagnie, cette grosse femme rubiconde, questionna Joyce. Nous ne l'avons pas écartée systématiquement, mais il n'y avait aucune raison que Miss Clark souhaitât la mort de Madame Jones. Effectivement, elle apparaît hors de cause. Un de mes inspecteurs découvrit sur ces entrefaits un détail qui me parut mériter quelque attention. Après le dîner, ce soir-là, Monsieur Jones était allé à la cuisine demander un bol de bouillie à la farine de maïs pour sa femme, qui ne se sentait pas bien. Et il avait attendu pendant que Gladys le préparait. C'était lui ensuite qui l'avait apporté. Tout partit de là. L'homme de loi hocha la tête d'un air approbateur. Vous aviez le mobile et l'occasion, dit-il, en levant 2 doigts. Par ailleurs, un représentant en produits pharmaceutiques a eu toute facilité à se procurer des toxiques. Attendez, j'ai une crampe. Surtout lorsqu'il a la fibre
moral bien affaibli, souligna le pasteur. Raymond West regardait fixement Sir Henry. Vous teniez vos preuves, dit-il. Pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté? Sir Henry eut un petit sourire en coin. Parce que rien n'est simple, mon cher, et que si tout jusque-là semblait nous mener droit au meurtrier, nous nous sommes soudain heurtés à un obstacle. Miss Clark avait avalé la plus grande partie de la bouillie. Elle était entrée, comme chaque soir, dans la chambre de Madame Jones, et celle-ci était assise dans son lit, le bol de bouillie de maïs à côté d'elle. « Je ne me sens pas très bien, Milly, dit-elle. J'ai eu tort de manger du homard. J'ai demandé à Albert d'aller me chercher cette bouillie, mais maintenant que je l'ai, je n'en ai plus envie. » « C'est ridicule, répliqua Miss Clark. Elle est parfaite. Il n'y a aucun grumeau. Gladys est vraiment une excellente cuisinière. La plupart des filles d'aujourd'hui en seraient bien incapables. Je suis folle de cette bouillie. Je l'avalerais volontiers si... Sir Henry fit une incidence. Il faut que je vous dise que Miss Clark avait peur de grossir et suivant un régime amaigrissant. Vous allez vous rendre malade, Milly, poursuivit donc Madame Jones. Si le Seigneur permet que vous grossissiez, vous ne pouvez aller contre sa volonté. Buvez donc ça. Ça vous fera le plus grand bien. Et Miss Clark avala le contenu du bol sans plus se faire prier. Donc, notre argument contre le mari tombait et Jones nous fournit d'ailleurs une explication valable et contrôlable. Pour les membres de phrases relevées sur le buvard, c'était une réponse à une demande d'argent de son frère qui vivait en Australie. Complètement tributaire de sa femme, il ne pouvait l'aider que si elle disparaissait. Il regrettait de ne pouvoir rien faire pour l'instant, mais il avait des centaines et des milliers de gens dans le monde qui vivaient dans la même dépendance que lui. Tout s'est donc écroulé, remarqua le docteur. Tout s'est écroulé, répéta Sir Henry. Rien ne nous permettait d'arrêter M. Jones. Nous n'avions pas de preuves contre lui. Il y eut un silence, puis Joyce demanda. Et alors, c'est tout? C'était tout l'an dernier. Mais la véritable solution est à présent entre les mains de Scotland Yard et d'ici 2 ou 3 jours, vous pourriez lire cela dans les journaux. La véritable solution, dit pensivement Joyce, je me demande, laissez-nous réfléchir 5 minutes et ensuite, chacun donnera son sentiment. Raymond West approuva cette suggestion d'un signe de tête et regarda sa montre. Lorsque les 5 minutes furent écoulées, il leva les yeux vers le docteur. « Voulez-vous prendre la parole ?» Le premier, proposa-t-il. Le vieillard hocha la tête. « Je vous avoue que je suis totalement déconcerté. Je pense que le mari doit être le coupable, mais je ne vois pas du tout comment il aurait pu s'y prendre. Peut-être lui a-t-il fait absorber le poison d'une manière que l'on n'a pas découvert. Mais je ne comprends pas comment on a pu, plus tard, atteindre la vérité. Joyce ? La demoiselle de compagnie, dit la jeune fille d'une voix décidée. La demoiselle de compagnie, sans aucun doute. Ce n'est pas une raison, parce qu'elle était grosse, âgée et laide, pour qu'elle ne soit pas tombée amoureuse de M. Jones. Elle pouvait aussi avoir un motif de haïr Madame Jones. « Coucou Véro, comment vas-tu » ? D'être obligée de travailler pour vivre, d'être toujours de bonne humeur. Elle étouffait cette femme et un jour, elle n'a pas pu résister à la tentation. Elle a empoisonné sa patronne en versant elle-même le poison dans la bouillie de maïs. Elle a menti en prétendant qu'elle l'avait bu. Monsieur Pentrick, l'homme de loi commença à rapprocher et à écarter le bout de ses doigts d'une manière toute professionnelle et il tout sauta, l'air perplexe.
Je ne sais vraiment que dire. Ah, super! Moi aussi, j'en ai marre de devoir être toujours de bonne humeur au boulot. Ouais, je comprends. Je comprends tout à fait. Toujours, heu, toujours montrer une face qu'on n'a pas envie de montrer. «Ah non, monsieur Pentrick», protesta Jones. «Il faut jouer le jeu, comme tout le monde. Vous ne pouvez pas réserver votre jugement. Alors, si vous voulez mon avis, car je ne vois rien à objecter au fait que c'est le mari qui est coupable, la seule explication valable, c'est que Miss Clark, pour une raison ou une autre, sans doute pour de l'argent, l'a couvert. Elle a dû comprendre qu'on le soupçonnait et il lui a proposé de raconter cette histoire de bouillie qu'elle avait prise à la place de sa femme. Contre quoi il lui a versé la forte somme d'argent, ce qui est évidemment très irrégulier. Je ne suis pas d'accord avec aucun de vous, s'écria Raymond avec fougue. Vous avez oublié le facteur le plus important, la fille du docteur. Je vais vous donner ma solution. Le homard en boîte était un peu félaté et les 3 dîneurs ont donné des signes d'empoisonnement. On appelle le médecin et se rend compte que Madame Jones est la plus gravement atteinte, sans doute, parce qu'elle en a mangé plus que les autres. Il décide de lui administrer des comprimés d'opium pour calmer les brûlures d'estomac et il les envoie chercher chez lui. Il n'y va pas lui-même, il envoie quelqu'un. Vous nous l'avez dit d'ailleurs. Je crois que, je crois me rappeler, Sir Henry, qu'il a remis les comprimés, qui a remis les comprimés au messager. Sa fille, comme elle le fait très souvent. Elle aime Jones et à cet instant, les pires instincts de la nature humaine se réveillent en elle. Elle voit dans cette circonstance le moyen de libérer l'homme de sa vie et au lieu de donner des comprimés d'opium, elle donne des comprimés à base d'arsenic. Et voilà. Et maintenant, Sir Henry, dites-nous la vérité, s'écria Joyce avec animation. Un instant, ma chère. Miss Marple n'a encore rien dit. La vieille demoiselle paraissait ennuyée. Mon Dieu, j'ai encore perdu cette maille en vous écoutant, soupira-t-elle. Cette histoire est si intéressante, mais bien triste. Elle m'a rappelé le vieux Hargrave qui vivait non loin d'ici. Sa femme n'avait jamais eu le moindre soupçon, jusqu'à ce qu'il meure en laissant toute sa fortune à une personne qui lui avait donné 5 enfants. Elle avait été femme de chambre chez eux pendant un certain temps et Madame Hargrave était enchantée de son travail et soulignait avec satisfaction que cette fille retournerait tous les jours les matelas, sauf le vendredi, bien entendu. Et pourtant, elle se laissa courtiser par le vieux, qui l'installa dans ses meubles à la ville, ce qui ne l'empêchait pas de continuer à être marquillée et de faire la quête tous les dimanches. Mais ma chère tante, quel rapport voyez-vous entre le défunt Hargrave et cette affaire? Remarqua Raymond. Les faits sont tellement identiques, mon enfant. Je suppose que la pauvre malheureuse a avoué maintenant et que c'est ainsi que vous avez appris la vérité, Sir Henry. Quelle malheureuse? Demanda Raymond. Ma chère tante, de qui parlez-vous? De cette pauvre fille, Gladys, naturellement. Celle qui était si troublée et qui avait tant de raisons de l'être lorsque le docteur lui a parlé. J'espère que cet abominable Jones sera pendu pour avoir fait ça à cette petite, une meurtrière. Et elle aussi, on la pendra bien sûr. Je crois que vous n'avez pas très bien compris, Miss Marple. Mais Miss Marple secoua la tête et regarda Sir Henry. J'ai raison, n'est-ce pas? Cela me semble évident, même. Les 100 et les 1000 et la Charlotte. Impossible de se tromper.
Mais qu'est-ce que vous voulez dire avec la Charlotte et les 100 et les 1000 s'écria Raymond. Les cuisinières mettent presque toujours dans les charlottes des quantités de petits granulés en sucre rose et blanc. Lorsque j'ai entendu qu'il y avait une charlotte russe au dîner et que le mari avait écrit à quelqu'un à propos de 100 et de 1000, j'ai tout naturellement rapproché les deux choses. C'était là que se trouvait l'arsenic, dans les 100 et 1000. Il les avait donnés à la petite et lui avait dit de les mettre dans le gâteau. Mais c'est impossible, s'écria vivement Joyce. Ils en ont tous mangé. Pas du tout. Souvenez-vous que Miss Clark suivait un régime et que l'on ne mange jamais de Charlotte dans ce cas-là. Trop nourrissant, Jones a dû écarter les grains de sucre de sa part de gâteau et les a laissés sur le bord de son assiette. L'idée était ingénieuse mais épouvantable. Tous les regards convergèrent vers Sir Henry. C'est vraiment très curieux comment ça. Alors celui-ci, mais Miss Marple a touché la vérité du doigt. Jones avait mis Gladys dans une situation critique et la petite était désespérée. Il lui promit de l'épouser lorsque sa femme serait morte et il lui donna le poison en lui expliquant ce qu'elle devait faire. Gladys est morte en donnant le jour à l'enfant qui est mort lui aussi. Il y a de cela 8 jours, et elle a tout avoué avant de mourir. Jones l'avait d'ailleurs abandonnée pour courir après une autre femme. Il y eut un silence embarrassant et Raymond reprit la parole. Eh bien, tante Jeanne, je me demande comment vous avez découvert la vérité. Je n'aurais jamais imaginé que cette petite du fond de sa cuisine pût avoir quelque chose à faire dans cette histoire. Tu ne connais pas la vie comme moi, mon enfant, répliqua Miss Marple avec douceur. Un homme comme ce Jones, grossier et jovial, j'ai tout de suite compris qu'il n'avait pas pu laisser cette petite jeune et jolie en paix. Ce genre d'histoire est sordide et il est toujours pénible d'en parler. Et je ne peux pas vous dire le choc qu'a éprouvé Madame Graff lorsqu'elle a découvert la vérité et le bruit que ça a fait dans ce pays. Voilà. C'est la fin de l'histoire. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous.